Moi, je suis arrivé ici en 1990 et puis tout de suite, j'ai organisé pour fonder l'Association du patrimoine de Potton. Et je l'ai présidé pendant une quinzaine d'années avec toutes sortes d'activités, des conférences que j'ai faites sur des sites archéologiques. Ensuite de ça, j'ai animé des excursions de groupe pour aller visiter des sites ici, des sites à l'extérieur, aux États-Unis, à Montréal. Bon. Et puis, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de communiqués de presse, peut-être 150 communiqués de presse anglais, français. Et puis, après ça, il y a eu des dépliants sur l'histoire locale, alors, une vingtaine de dépliants sur différents endroits particuliers, sur le patrimoine local. Alors, c'est pour ça que les gens me connaissent. Ensuite de ça, j'ai organisé tous les ans ici, il y a un festival au mois d'août, festival multiculturel, et que je l'ai présidé pendant 3 ans. Alors, ça aussi que c'était un peu ma contribution ici dans le canton de Potton. Aujourd'hui, je me mêle beaucoup moins de l'association. Je suis toujours membre, puis là, j'ai amené ici au départ. Pardon? Pourquoi avoir choisi ici? Parce que j'avais 2 sœurs qui avaient une maison pas loin. Alors, je venais les visiter, j'ai appris à connaître le coin. Bonjour, Monsieur le Duc. Est-ce on va recommencer? Oui, alors, je suis content de vous rencontrer. Je suis content de communiquer avec vous autres. Et puis, nous, c'est un grand plaisir de vous rencontrer aussi. On a tellement entendu parler de vous, de votre travail, qu'on a la chance de vous rencontrer. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement pour les gens qui ne vous connaissent pas? Oui. Disons que ma carrière, ça a été une carrière d'études aux États-Unis, après l'Université de Montréal. Et puis j'ai enseigné l'écologie à l'Université Concordia pendant 25 ans. Et à la fin de mes années à Concordia, j'ai commencé à m'intéresser à l'archéologie, mais une archéologie hors des sentiers battus. C'est-à-dire que ce n'est pas l'archéologie que les archéologues traditionnels reconnaissent. Moi, je n'ai pas une formation officielle en archéologie, mais je me suis formé moi-même par, je dirais comme en autodidacte, à lire et puis ensuite à explorer sur le terrain. Faisais partie d'une association de patrimoine qui s'intéressait pas mal à l'archéologie en Nouvelle-Angleterre et j'allais à leur réunion explorer des sites avec eux autres. Alors c'est comme ça que... Et en 90, j'ai pris ma retraite et puis me suis installé ici parce que j'avais déjà la maison. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'impliquer à plein temps pour le patrimoine local, mais aussi recherche en archéologie, surtout dans la région ici, mais un peu aussi à l'extérieur, à d'autres endroits. Encore là, c'est l'archéologie, je dirais, qui peut se définir des constructeurs de pierres, parce que finalement, la pierre, c'est éternel, tandis que toutes les autres constructions qui ont pu exister, c'est disparu. Le bois, par exemple, ça disparaît. Mais alors, c'est pour ça que je les appelle les constructeurs de pierre qui ont laissé des vestiges bien visibles, des cairns, monticules de pierre, des pétroglyphes, c'est-à-dire écritures gravées sur la pierre, et aussi des alignements archéo-astronomiques, c'est-à-dire des sites archéologiques, mais d'incidence astronomique, avec des alignements de pierre qui coïncide avec le lever du soleil au solstice, par exemple, à l'équinoxe. Bon, et puis ça se vérifie facilement avec une boussole, et puis on peut vérifier aussi l'arrivée du solstice, par exemple, là, et tous les ans, j'amène ceux qui veulent bien se lever, à de bonne heure, un 21 décembre au matin, aller voir le lever du soleil sur un site où une pierre est gravée, qui indique sur l'horizon l'endroit où le soleil se lève le 21 décembre au matin. Alors, donc ça résume à peu près ce que j'ai fait ici. On peut aller dans plus de détails si vous voulez. Au niveau de la région justement de Potton, vous disiez tout à l'heure, vous avez un peu de famille ici. Est-ce que c'est la famille qui vous a attiré dans ce coin-là ou c'est vraiment l'archéologie qui vous a mené ici?
Non, c'est la raison, comme j'avais 2 sœurs qui avaient leur maison ici, et l'archéologie, je l'ai découvert après, une fois que j'étais installé ici. Bon, les 2 premières années, c'était les années de construction. Je n'avais pas le temps de m'occuper de... Mais après ça, j'ai eu une année sabbatique à l'université. Alors, j'avais plus de temps libre, et j'ai commencé à explorer, d'abord autour de la maison, pour découvrir des sites archéologiques sur mon terrain, autour ici. Et puis après ça, j'ai eu l'occasion d'aller explorer ailleurs, autour, dans le canton de Potton. Êtes-vous le premier, finalement, à avoir fait ce genre de découverte, ou est-ce qu'il y a eu des gens avant vous qui ont fait ces découvertes-là? Ça n'a jamais été reconnu. Il n'y a jamais personne qui s'est occupé de ça. Et encore aujourd'hui, je suis le seul qui a porté attention à ça, qui a publié là-dessus, qui a fait des conférences là-dessus, qui a amené des gens pour voir ces sites-là. Et aux grandes dames de l'establishment, de l'histoire et de l'archéologie, qui, eux, ne reconnaissent pas ça. Pour eux, des monticules de pierre, c'est simplement des tas de pierres laissés par des anciens cultivateurs, même s'il n'y a pas de logique quand on regarde la construction de ces monticules de pierre. On voit bien que ce n'est pas des pierres qui ont été jetées au hasard, mais c'est des constructions, des monuments. Pouvez-vous nous parler de comment ont été reçus vos travaux par l'establishment, justement? Comment vous a traité et oui, comment tout ça... On m'ignore, tout simplement. C'est-à-dire que je peux... Depuis combien de temps? Depuis 25 ans. Non, c'est un sujet qui est tabou. Et puis, on ne veut pas rien savoir de ça. Pourriez-vous donner un exemple précis de la manière dont on vous ignore, par exemple, sans un simple exemple? Oui. Je téléphone responsable de l'archéologie à Québec, parce que pour faire des fouilles archéologiques au Québec, c'est normal, on demande un permis. Alors j'ai dit, je pourrais avoir un permis pour faire une fouille sur un site archéologique avec un archéologue français qui était venu ici. Ils ont dit, tu n'as pas besoin de permis pour fouiller un tas de pierres. C'est ça qui est... Ça, c'est un exemple assez précis. Et pour la publication de vos travaux, qui l'a fait, qui ne l'a pas fait, qui n'en a pas voulu, est-ce que vous avez été traité d'hurluberlu ou de choses comme ça? Oui, publiquement, par des archéologues. Ce que j'ai publié, ça a été publié en anglais aux États-Unis par une association non professionnelle, mais une association qui fait du beau travail de recensement de ces sites-là, surtout en Nouvelle-Angleterre. J'ai publié plusieurs articles dans leur journal, soit de longs articles ou ils ont 2 types de publications, genre un bulletin de nouvelles, puis un périodique d'articles de fond. Et quand vous dites publiquement, c'est des gens qui, dans le journal, vous ont... oui. Sans jamais vous attaquer sur le fond. Non, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens, ça ne se peut pas. Nous autres, on le sait. Ou encore dire, nous autres, on est des archéologues, toi, tu ne l'es pas, tu ne connais pas ça. Et on n'a jamais démonté ce que vous avez écrit. On n'a jamais dit, non, ça c'est... Non, c'est-à-dire, c'est nier pour nier. C'est ça qui est... OK. Puis, par rapport à l'exemple que vous donnez, c'est... Pardon? Par rapport à l'exemple que vous donnez, c'est vraiment du mépris, quoi. En disant, vous avez fouillé un tas de pierres. Oui, c'est ça. C'était vraiment du mépris. Donc vous avez eu finalement ni support de ces gens-là, mais même au niveau de ce que le gouvernement du Québec pourrait faire, il n'y a rien à... Non. Absolument rien. Non. Et qui était l'archéologue français? Vous pouvez le dire? Oui, Jean-Pierre Roset de l'Université de Bordeaux, qui est venu ici, mon invitation, dépenses payées de voyage, et puis il a logé ici pendant 3 semaines. Et on a fait des fouilles sur 2 sites, et qui ont été datés au radiocarbone. Sur un site, on a 2 dates, 1800 années et 1500 années avant aujourd'hui. Et un autre site, ça variait. Il y avait des différentes dates selon la profondeur de la fouille. Disons de 600 années avant aujourd'hui jusqu'à 400 années avant aujourd'hui, qui sont des dates qui sont précoloniales. Et lui, il y a eu des conséquences à son travail? Est-ce qu'il a produit quelque chose? Non, c'est-à-dire retourner là-bas, puis là, on a perdu contact. OK.
mais lui était là un archéologue professionnel. Oui. Lui, il a reconnu. Oui, ben c'est parce que moi je l'avais invité, c'est parce qu'il avait fait des fouilles sur des cairns en Afrique. Et j'avais lu ses publications. Je dis bon, ben s'il fait des fouilles, qu'il connaît comment faire une fouille d'un cairn, ben c'est l'homme qu'on a besoin ici. Mais bon, par exemple, les archéologues vont dire ah, ben il ne connaît pas l'archéologie du Québec, il ne peut pas rien dire. Il s'imagine que l'archéologie, c'est paroissial. Tu sais, ben non, l'archéologie, c'est une science. En fait, je pense que le meilleur exemple, c'est l'égyptologie, tout ce qui se rapporte à l'Égypte. Mm-hmm. On voit aussi, il y a aussi des gens qui, comme vous, émettent des thèses sur le rôle des pyramides, etc. Mais l'archéologie officielle réfute totalement tout ça. Oui. Ils savent très peu de choses, mais ils le réfutent. Ça, c'est un exemple aussi particulier. Pour en revenir à votre travail, sur quelle zone ça s'étend vos recherches? Est-ce que c'est juste dans le coin ici? Non, non. En Nouvelle-Angleterre, il y a sans que ça soit de la recherche systématique, il y a des observations que j'ai faites disons, dans la région de Québec, en Gaspésie, aussi en Angleterre, aussi du côté de l'Ontario. J'ai fait des fouilles assez, pas des fouilles, mais des recherches assez poussées, par exemple, à l'ouest de Montréal, Coteau-du-Lac. Ben, ça, c'est un autre sujet aussi, là. C'est plus les constructeurs de pierres celtiques ou vikings, mais là, je suis passé de la recherche à ce niveau-là à la recherche sur les Templiers en Nouvelle-France. Et ça, c'est une recherche que j'ai faite, j'étais à Terre-Neuve, dans 2 endroits dans le Maine, l'État de New York, Montréal, Coteau-du-Lac. Alors disons que j'ai pas toujours travaillé sur les Templiers depuis 25 ans, mais un peu de temps en temps, mais depuis à peu près 4-5 ans, là, je travaille à fond là-dessus et j'écris là-dessus. Je suis en train de rédiger un livre là-dessus. Ça, c'est une deuxième passion. La première passion, c'était surtout au sujet des Celtes, parce qu'on retrouve de l'écriture celtique autour d'ici. Et puis après ça, ben, je me suis intéressé justement à la venue des Templiers d'Europe qui sont venus ici. Je n'ai pas de date précise, mais on peut, avec surtout la cartographie ancienne, de retrouver le symbole des Templiers sur des cartes anciennes, mais ça ne s'est pas passé en Nouvelle-France au XVIIe siècle, c'était précédent, et qu'au XVIIe siècle, on s'est servi d'anciennes cartes parce que c'était disponible. Puis, c'est un autre sujet qui... Oui, les Templiers, c'est le sujet de prédilection de Madame Briand, oui. Il y a un roman là-dessus, qui nous a parlé de ce qu'elle a découvert de son côté. Ce qu'elle a vu. Oui, ben, elle, ce qu'elle a découvert, c'est un site de franc-maçon au Fort Témiscamingue. Et puis après qu'elle m'en a informé, ben, je suis allé voir le site moi-même et j'ai poursuivi la recherche aussi. Finalement, on peut voir une connexion des Templiers au Témiscamingue avec une ancienne carte qui montre une croix de templière pas loin de Fort Témiscamingue, et que les Oblats, qui ont été les missionnaires du Fort Témiscamingue, ont une racine associée avec la tradition des Templiers. Et que tu as le fondateur des Oblats, là, le nom m'échappe à ce moment-ci, mais le sceau, les armoiries de ce Monseigneur, on met en dessous dans la vidéo. Son sceau porte la croix des Templiers et qui a fait... il a construit, ou les Oblats ont construit une tour associée à l'ancien collège agricole de Ville-Marie. Et Ville-Marie a été fondée en mémoire de Ville-Marie, Montréal. On voit la connexion là, des Oblats avec la tradition des Sulpiciens. Parce que
c'est ça, le fondateur des Oblats a étudié chez les Sulpiciens. Et les Sulpiciens, ben, ils sont une société secrète qui a gardé le souvenir des Templiers. Et on peut voir une association des Templiers avec la tradition des Templiers chez les Sulpiciens et aussi avec la franc-maçonnerie. Là, j'ai fait peut-être un écart dans la présentation. Au niveau de vos recherches, est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir accès à des anciens documents? Oui. Qui vous donnent des indices pour avancer dans vos recherches? Oui. Oui. Okay. Quel genre de documents? Par exemple, j'ai fait pas mal de recherches sur l'histoire, ce qu'on appelle le fort de la montagne des Sulpiciens, sur la rue Sherbrooke, où il ne reste aujourd'hui que 2 anciennes tours. Mais c'était un complexe très élaboré. Alors, il y avait 4 tours et 600 pieds de murailles qui faisaient 5 mètres de haut au-dessus du sol et 3 mètres dans le sol. C'est extraordinaire ce qu'il y avait. Bon, alors les archives que j'ai consultées sur l'origine, sur l'histoire démontrent que le site avait été occupé avant l'occupation par les Sulpiciens. Entre autres, il y a le plan de l'établissement qui est publié en 1694 où M. de Belmont, on dit qui a construit le complexe. Il y a 2 endroits sur le site, sur le plan, il dit la grange a été construite sur une ancienne citerne. Depuis quand on construit une grange sur une citerne? Et en 1694, elle était ancienne. Ensuite de ça, il identifie des vignobles. Il y a vignoble A1, A2, A3. Alors, il dit A1, ça c'est un ancien vignoble. Ben oui, mais puis lui est arrivé en 1681, je pense. En tout cas, il a apporté des vignes avec lui. Et il dit, ça c'est les vignes que j'ai plantées. Puis le 3e endroit, ça c'est des vignes à planter. Alors tout de suite, on a un indice d'une ancienneté qui a précédé l'établissement du fort de la montagne. Ensuite de ça, j'ai analysé le coût, parce que dans ces archives-là, on donne le coût que le monsieur de Belmont a fait comme un relevé des coûts de construction pour envoyer ça au roi Louis XIV, pour justifier ou remercier des dons qu'il recevait du roi. Mais les coûts qu'il prétend avoir rencontrés pour construire, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça aurait coûté beaucoup plus cher que ce qu'il dit. Si on compare au coût des constructions qui ont été faites en même temps dans la région. Alors ça, ce sont des indices indirects, finalement. Ensuite, si on regarde l'architecture des tours qui existent encore aujourd'hui. Mais selon vous, le roi, il était au courant de ce qui se passait ou bien c'était quelque chose qui se faisait dans non. Ben, c'est difficile à dire. Mais par exemple, il écrivait, M. de Belmont a envoyé le dessin de la construction à l'évêque qui était à Québec. Mais l'évêque, il avait dit, j'aurais aimé ça le savoir d'avance. C'est quelque chose comme ça. Puis il dit, c'est joli ça, cet étang avec les canards. Bon, ensuite de ça, on retrouve sur le dessin du fort un étang avec 3 canards suivi d'une vipère. Mais ça, c'est une cartouche style égyptienne. Et que les Templiers connaissaient la signification des cartouches égyptiennes, ou des hiéroglyphes égyptiens. En tout cas, c'est des choses comme ça qui démontrent que le fort de la montagne, c'était repris par les Sulpiciens, qui sont en fait une mission. Ah oui, il y a aussi André Thévet, en 1595, il écrit
Il y a longtemps, les Français ont construit un fort au pied du Mont-Royal qu'ils ont nommé Mont-Royal. Dans notre histoire, on apprend que c'est Jacques Cartier qui a donné le nom Mont-Royal. Bien, là, on a d'autres versions. Ce qui montre finalement justement le mépris que les gens peuvent avoir, parce que là, on réécrit l'histoire finalement. Si on a des décors comme ça, c'est une réécriture complète de l'histoire du Québec. Ben oui. Évidemment.